chers élèves, bienvenue avec nous dans ce cours d'enseignement à distance. Le cours qu'on va traiter dans cette séance est le GraphC TAPI, automate programmable industriel. Alors, ce cours rentre dans la fonction traitée dans l'unité de conception. Ce cours est dédié pour les élèves de deuxième année sciences et technologies mécaniques. Alors, le produit support qu'on va utiliser dans cette séance est la barrière du parking automatique. Alors, le plan de cours est le suivant. Alors, on va commencer premièrement par la mise en situation. Deuxièmement, l'analyse fonctionnelle du système. Troisièmement, définition de graph-set. Quatrièmement, les règles d'évolution d'un graph-set. Cinquièmement, la structure de base d'un graph-set. Et dernièrement, les exercices d'application pour bien comprendre le phénomène qu'on va traiter dans cette séance. Alors, la mise en situation. Alors, le graph-set provient de graphes fonctionnels de commande par étapes et transitions. Alors, il est normalisé sur le plan international depuis 1988. Alors, sous le nom de séquentiel Function Charge SFC, la norme CEI 848. Alors, pour illustrer les notions traitées dans ce chapitre, on va se baser sur le système suivant. Ce système est la barrière automatisée d'un parking. Alors, cette barrière, elle se constitue de trois fonctions. Alors, premièrement, on a la fonction acquérir, deuxièmement, la fonction traiter et troisièmement, la fonction distribuer. Alors, comme on connaît déjà qu'un système automatisé, en général, on a trois catégories de systèmes. Alors, on a un système manuel, un système automatique et un système automatisé. Alors, la question qui se pose, c'est quoi la différence entre ces trois systèmes? Alors, premièrement, le système manuel, ce système, il travaille avec l'énergie humaine. Deuxièmement, on a le système automatique. Le système automatique, il travaille avec l'énergie humaine et avec lui-même, les deux. Alors, le système automatisé est celui-ci qu'on va traiter aujourd'hui. C'est un système qui fait la fonction d'une manière autonome, sans intervention humaine. D'accord? Alors, c'est le cas de la barrière du parking. Alors, ici, on a la fonction acquérir. Acquérir quoi? Acquérir les informations. Ces informations sont liées à la voiture. Alors, traiter, c'est là où on va traiter l'information. Et ensuite, on va la distribuer. Alors, la partie acquérir, on a télécommande, clavier. Et on a ensuite plusieurs capteurs. L'acquisition de l'information se fait toujours par les capteurs. Alors ici, on a capteur S1, S2. Alors S1, c'est le capteur qui détecte la position haute de la barrière. Alors capteur S2, c'est la position basse de la barrière. Alors, le capteur B1, c'est la présence de le véhicule avant la barrière. Et le capteur B2, c'est la présence de la véhicule après la barrière. Alors, ici, on a un moteur masse plus réducteur. Alors, ce moteur, c'est lui qui fait tourner la barrière, voilà, entre la position haute et la position basse. Alors, ici, on a les voyants H1 jusqu'à H4. Voilà. Ils vont nous donner des couleurs. Alors ensuite, on a le potentiomètre de réglage de la vitesse du moteur. Ici, on a le variateur de vitesse. Et ici, les deux, on a les préactionneurs KA4 et KA5. Alors, distribuer, alors on distribue quoi? On distribue l'énergie électrique grâce à laquelle ce système il va travailler. Alors, cette énergie, on a besoin de la distribution de cette dernière. Alors, c'est pour cela on a les préactionneurs KA4 et KA5. Alors, on va voir la description du système. Alors, la présentation du système, on se propose d'étudier le fonctionnement de la barrière du parking de stationnement de véhicules. Alors, la barrière fonctionne en tenant compte de diverses informations suivantes. Alors, premièrement, la présence d'une voiture devant la barrière, entrée ou bien sortie.
Alors, deuxièmement, c'est l'autorisation d'ouverture de la barrière, se fait par clavier ou bien télécommande, si entrée, ou sans autorisation si sortie. Ça veut dire si la voiture il veut rentrer au parking, on a besoin d'une autorisation. Mais si la voiture elle veut sortir, on n'a pas besoin d'une autorisation. Pourquoi l'autorisation? Parce que si le parking est déjà plein, alors on ne va pas avoir l'autorisation d'entrée d'un véhicule. Alors, troisièmement, on a le nombre de véhicules dans le parking. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, deuxièmement, on a l'analyse fonctionnelle du système. Alors, on considère que l'étude se limite à la barrière et on va compléter l'actigramme proposé ci-dessous. Alors, le système étudié, c'est la barrière du parking de stationnement. Alors, la fonction globale de cette barrière est de gérer un parking. Alors, à l'entrée, qu'est-ce qu'on a? Alors, à l'entrée, on a véhicules souhaitant rentrer ou sortir. Ensuite, on a dans la sortie véhicule garé ou bien véhicule sorti. Si le véhicule souhaite entrer, alors dans la sortie, il va être garé. Mais si le véhicule veut sortir, alors dans la sortie, c'est véhicule sorti. Alors, les paramètres qui vont influencer ce système, alors premièrement, on a l'alimentation se fait par l'énergie électrique. Ce système, il va travailler par l'énergie électrique. Et deuxièmement, il va travailler par les consignes de commande. Alors, ces informations, c'est sur le produit support. Et maintenant, on va voir le graph-set qu'on va étudier maintenant, c'est quoi et il se constitue de quoi. Alors, troisièmement, on a définition de graph-set. Alors, le graph-set est un outil graphique de description des comportements d'un cycle logique. Il est composé d'étapes, transitions et liaisons orientées. Alors, si on va voir la structure, alors la structure d'un graph-set, il se constitue de quoi? Il se constitue de 4 éléments. Alors, premièrement, on a l'étape initiale. Voilà, l'étape initiale, il se caractérise par double carré, double rectangle. Alors, l'étape, c'est celle-ci. C'est un seul carré, pas double. Et ici, on a les transitions. Ce sont des tirés, voilà. Ces tirés-là, ce sont des transitions. Alors, à chaque étape, on a sa transition. Voilà. Étape 1, après une transition. Étape 2, sa transition. Étape 3, sa transition. On ne peut pas faire 2 étapes, par exemple l'étape E2 et après l'étape 3 directement. Non, ce n'est pas possible. Obligatoirement, il faut avoir une transition entre une étape et l'autre étape. Et ensuite, on a la liaison orientée. Voilà, c'est la liaison qui relie les étapes avec les transitions. Alors, dans la deuxième partie, interprétation, alors ici, on a action associée à l'étape numéro 1. Alors, par exemple, si l'étape numéro 1, l'action associée, c'est descendre. Descendre, c'est une action. Alors, toujours, les actions se sont associées à des étapes. Et ici, on a réceptivité associée à une transition. Alors, lorsqu'on parle de réceptivité, on parle des transitions. Et lorsqu'on parle des actions, on parle des étapes. Alors, par exemple, ici, on a la transition, la première, l'étape initiale, puis la transition, c'est présence de pièces. Alors, l'étape 1, l'action est descendre. Alors, la transition de l'étape numéro 1, c'est position basse. Alors, dans ce cas, on a l'action de descendre. Mais la transition, c'est position basse. Toujours, les positions, ce sont des indices ou bien des informations par des capteurs. Alors, dans ce cas, on a un outil qui va descendre, mais cette descente est toujours liée à quoi? À un capteur. Ce capteur-là, cette descente, il va descendre plutôt jusqu'à il va atteindre la position basse. C'est clair? Ensuite, il va avancer. Alors, il va avancer jusqu'à la position avant.
C'est pour cela qu'on dit que chaque réceptivité est associée à une transition et chaque transition est associée à une action. C'est clair? Et les actions se sont associées à des étapes. Voilà. Et ici, on a double action. Voilà, dans cette étape, on a monté et reculé. Les deux étapes peuvent se faire à la fois. Alors, dans la transition, on va voir la transition de la montée et la transition, et la réceptivité plutôt, de reculer. Alors, la réceptivité de montée, c'est la position haute. Et la réceptivité de reculer, c'est la position arrière. Et ensuite, on va voir les types de graphe 7. Alors, les types de graphe 7, il y en a 3. Alors, premièrement, on a le graphe 7 point de vue système, niveau 1. Alors, il décrit le comportement du système vis-à-vis le produit. Il montre l'enchaînement des actions sur le produit. Alors, le graphe 7 point de vue partie opérative, c'est le graphe 7 niveau 2. Il décrit les actions produites par les actionneurs à partir des informations acquises par des capteurs. Alors, le troisième, c'est le point de vue partie commande, niveau 3. Il décrit le comportement de la partie commande par rapport à la partie opérative, en tenant compte le choix de la technologie employée. Et aussi, on a les éléments de base d'un graphe 7. Alors, le graphe 7 se compose d'un ensemble d'étapes auxquelles sont associées des actions, de transitions auxquelles sont associées des réceptivités et de liaisons orientées reliant les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Ensuite, on va voir les règles d'évolution d'un graphe 7. Alors, les règles d'évolution d'un graphe 7 sont en général 3 règles. Premièrement, on a la situation initiale. Alors, l'initialisation précise l'étape ou les étapes actives au début de fonctionnement. Alors, ça veut dire quoi l'initialisation? Précise l'étape ou les étapes actives au début de fonctionnement du système. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton marche de le système. Alors, elle caractérise le comportement initial de la partie commande vis-à-vis la partie opérative. Alors, elle caractérise le comportement initial. Alors, lorsqu'on parle d'un système automatisé, on parle généralement de 2 parties, partie commande et partie opérative. Alors, le système automatisé, il fait sa fonction d'une manière autonome. Ça veut dire sans intervention humaine. Alors, dans ce cas, la partie commande, c'est le cerveau qui dirige les informations. Et la partie opérative, ce sont les mouvements que la machine, elle va le faire. Alors, dans ce cas, on a 2 parties. La partie commande, c'est la partie qui traite les informations et donne les ordres. Et la partie opérative, c'est la partie qui dirige les mouvements, ainsi de suite, du mécanisme ou bien du système. Alors, deuxièmement, on a la règle numéro 2, c'est le franchissement d'une étape, d'une transition plutôt. Alors, une transition est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Alors, dans ce cas, dans la transition, on a dit la transition, ça veut dire la validation de l'étape avant. Alors, on ne peut pas avoir une transition, par exemple l'étape 2, on a l'étape par exemple numéro 2 et on va voir la validation de la transition de l'étape 4. Impossible. Dans ce cas, si on est dans l'étape 2, on va voir la validité de la transition numéro 2. D'accord? Ensuite, cette transition, elle va activer l'étape 3. Et l'étape 3, elle va être active jusqu'à l'acquisition de la transition de l'étape 3. Ensuite, on va passer à l'étape 4, ainsi de suite. Alors, ici, on a une transition est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Elle ne peut être alors franchie que lorsqu'elle est validée et que la réceptivité associée à la transition est vraie. Voilà, la transition, ça va être égale à 1, ça veut dire qu'elle est validée. Alors, la règle numéro 3, l'évolution des étapes actives. Le franchissement d'une transition entraîne l'activation simultanée de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement
précédente. Alors, l'évolution d'une étape active, ça veut dire que lorsque je suis à l'étape 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étape 2, 1, l'étape initiale 0 se sont désactivées. Et l'étape 4 active. Ensuite, à partir de l'étape 3 ou bien l'étape 4, on va voir l'activation de l'étape 5. Ça veut dire la désactivation de l'étape 3, elle ne va pas activer l'étape numéro 1. Impossible. Mais l'étape qui va suivre après. Ça veut dire 3, 4, 5, ainsi de suite. Ensuite, on va voir la structure de base d'un graphe 7. Alors, on a plusieurs structures. Premièrement, on va voir la séquence linéaire. Voilà, elle est comme suit. Alors, une séquence linéaire est composée d'un ensemble d'étapes successives où chaque étape est suivie d'une seule transition et chaque transition n'est validée que par une seule étape. Alors ici, on voit l'étape numéro 1, on a l'action V+, seulement, et on a la transition S. L'étape 2, on a MF et VM+, et on a une seule transition PB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une seule étape à une seule transition, ainsi de suite. Alors, la structure qu'on va voir après, c'est la structure simultanée. Alors, le franchissement d'une transition conduit à activer simultanément plusieurs séquences d'étapes. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on a une seule transition, cette transition, elle va activer deux ou plusieurs actions. Ça veut dire plusieurs étapes. Alors, on obtient les séquences simultanées qui s'exécuteront parallèlement, mais indépendamment. Alors, c'est-à-dire, l'évolution de chacune des séquences d'étapes dépendra des conditions d'évolution du système automatisé. Alors, pour représenter la structure des séquences simultanées, on utilise deux traits parallèles pour indiquer le début et la fin de séquence. Alors, ici, dans la figure, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'étape numéro 1 et la transition H. Alors, cette transition H, elle va activer deux étapes. Alors, pour modéliser ce phénomène, on va faire ici deux traits pour savoir que les deux étapes vont le faire en même temps, simultanément. Alors, mais chacune, voilà, par exemple, l'étape 2, transition B, l'étape 3. Ici, on a l'action 12, la réceptivité C, et puis 13. Et ensuite, on a, ici, s'appelle la divergence, et ici, la convergence. Ça veut dire la fin. Ici, c'est le début, et ici, c'est la fin. Alors, la transition H, qui possède deux étapes de sortie, présente l'exécution en parallèle de plusieurs séquences. On appelle ces structures divergentes et. Ça veut dire 2 et 12 vont les exécuter en même temps. Si l'étape 1 est active et la réceptivité H est égale à 1, les étapes 2 et 12 sont activées en même temps. Alors, la transition MD, voilà, c'est celle-là, alors qui possède plusieurs étapes d'entrée, représente la synchronisation de plusieurs séquences. Alors, on appelle la structure convergent et voilà, ici, c'est la convergent et ça veut dire c'est la fin de les étapes qui vont se faire en même temps. Alors, si l'étape 2 et l'étape 3, si les étapes 2, l'étape 3 et 13 sont actives et réceptivité MD est égale à 1, l'étape 14 et ça va être activé. Alors, en général, le graphe 7, par exemple, si on est dans l'industrie d'une usine, par exemple, de production de yaourt. Alors, on a plusieurs postes. Premièrement, on a le poste de remplissage. Ça veut dire on a des flacons par 4 ou bien par 6. Alors, on a le poste de dosage. Ça veut dire on va remplir les flacons avec le yaourt. Alors, premièrement, on a quoi? On va avoir la présence des flacons. Alors, on ne peut pas ouvrir le remplissage des flacons si on n'a pas des flacons dans la position des flacons. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir, premièrement, la présence des flacons. On va faire le remplissage jusqu'à ce qu'il va atteindre un niveau.
Après, on va fermer le remplissage et on va déplacer les flacons vers un autre poste. Par exemple, le poste de la fermeture des flacons. Alors, dans ce cas, on ne peut pas faire les étiquettes ou bien fermer les flacons sans avoir ces flacons dans ces positions-là. Alors, c'est ça le graphe 7. Alors, on a plusieurs actions, mais on ne peut pas, par exemple, faire les étiquettes ou bien faire la fermeture des flacons vides. Ils n'ont pas rempli. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas aller de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 5 sans passer de l'étape 2, 3 et 4. C'est obligatoire. Alors, c'est ça le graphe 7. Alors, ensuite, on va voir la sélection de séquences. Une structure alternative permet d'effectuer un choix unique d'évolution entre plusieurs étapes en aval à partir d'une seule étape en amont. Pour représenter la structure alternative, on utilise un simple trait horizontal ou indiquer le début et la fin des séquences. Alors, de l'étape 1, on active l'étape 2 si la réceptivité B est égale à 1 et A est égal à 1. Ou on active l'étape 12 si la réceptivité B est égale à 1 mais A est égal à 0. Ça veut dire quoi? Alors, dans cette figure, on a l'étape 1. Alors, l'étape 1, on a ici la sélection de séquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit cette rangée-là, elle va travailler, ou bien celle-là. On ne peut pas faire les deux en même temps, comme la sélection précédente, comme la structure plutôt précédente. Alors, dans ce cas, l'étape 2 et 3, elles vont être actives à condition que A est égal à 1 et B, ça va être égal à 1. Mais si A est égal à 0 et B est égal à 1, on ne va pas avoir l'action de 2 et 3, mais elle va travailler 12 et 13. Alors ici, on a la sélection où ça veut dire le système, soit il va travailler à cette condition avec ces actions, ou bien il va faire ces actions 12 et 13. Alors, on appelle cette structure divergence en haut. Alors, il est à noter que les branches d'une divergence en haut doivent avoir des réceptivités exclusives, c'est-à-dire ne peuvent pas être vraies simultanément. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec A, B et A bar B en même temps. Alors, on va choisir si A, B ou bien A bar B. Une seule qui va être franchie. Alors, l'activation de l'étape 14 peut provenir de l'étape 3 si elle est active, E est égal à 1, ou de l'étape 13 si elle est active et M est égal à 1. Alors, lorsqu'on va atteindre l'étape numéro 14, soit E est égal à 1 ou bien M est égal à 1. D'accord? Mais ce n'est pas possible les deux. E est égal à 1 et M est égal à 1, ce n'est pas possible. Une seule, soit E ou bien M. Après, on va passer à l'étape 14. Alors, on appelle cette structure la convergence en haut. Ensuite, on va voir le saut d'étape. Alors, le saut d'étape, ça veut dire qu'on va dépasser une étape et aller vers une autre. Alors, le saut d'étape représente un saut conditionnel permettant de sauter plusieurs étapes pour activer une étape en aval dans la séquence suivante. Alors, dans l'exemple de la figure, alors il y a un saut d'étape 1 à l'étape 4, mais conditionné par la réceptivité B. Alors ici, j'ai l'étape 1, 2, 3, 4. Alors ici, on a si la transition B est validée, ça veut dire est égal à 1, on va faire 2 et 3, ainsi de suite. Mais si B n'est pas validé, on va directement aller vers 4. Par exemple, dans l'exemple qu'on a déjà donné. Alors, si B, c'est la présence des flacons. Alors, B bar, absence des flacons. Alors, si la présence des flacons est validée, les flacons est dans la position souhaitée, alors dans ce cas, on va passer à l'étape 2 de remplissage, puis 3 la fermeture, ainsi de suite. Mais si B bar est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a absence des flacons. Alors, dans ce cas, on ne va pas faire un remplissage et ainsi de suite.
Dans ce cas, on va sauter ces étapes et aller vers la fin. C'est ça. Alors ensuite, on va voir la structure répétitive. Ça veut dire la répétition des actions. Alors, une structure répétitive, appelée aussi une reprise de séquence, est un saut conditionnel permettant la reprise d'une séquence plusieurs fois, ça veut dire boucle, tant qu'une condition logique fixée n'est pas obtenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que lorsqu'on a par exemple l'action 1, 2 et 3, alors lorsque j'ai toujours A, alors si A, je vais passer à l'action 4. Mais si la réceptivité est A bar B, je vais refaire les actions 1, 2 et 3. C'est ça la structure répétitive, c'est une répétition. Alors, on va voir l'exercice d'application de Graph7, c'est l'exercice de la barrière automatisée d'un parking. Alors, la solution est la suivante. Alors, premièrement, on a quoi? On a la situation initiale, c'est attendre. La barrière, elle va attendre. Alors, lorsqu'elle va travailler, alors la transition ici, c'est présence, véhicule, entrée et code entrée ou impulsion de télécommande. Ça veut dire la présence d'un véhicule ici face à un capteur. Alors, dans ce cas, l'action 2, c'est quoi? C'est ouvrir la barrière. Alors, cette barrière, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Alors, comment on va savoir qu'elle est déjà ouverte? Alors, la barrière ouverte, la transition ici, c'est lié à le capteur de position haute. Ça veut dire la barrière, elle va être à cette position-là détectée par un capteur. Alors, dans ce cas, la barrière, l'action 3, c'est attendre. Elle va attendre le passage de la voiture. Alors, attendre jusqu'à quand? Jusqu'à pas de présence de véhicule. Alors, jusqu'à ce capteur-là, elle va détecter l'absence d'un véhicule. Lorsque ce capteur il va capter l'absence de la véhicule, dans ce cas, la barrière, il va descendre à la position basse. Alors, l'action ici, c'est fermer la barrière. Alors, la transition est barrière fermée. Alors, fermer la barrière, c'est l'action. Mais lorsque la barrière elle va atteindre ce niveau-là, elle va se détecter par le capteur. Dans ce cas, on peut dire que la barrière est fermée et on va relancer le cycle et la barrière elle va attendre jusqu'à un nouveau véhicule. Et voilà, c'est la fin de notre cours, chers élèves. J'espère que vous avez bien compris ce cours de Graph7 et bien compris aussi l'exemple qu'on a donné de la barrière automatisée d'un parking. Et on va vous voir prochainement dans le cours suivant, c'est le cours d'API, automate programmable industriel. Cet API, c'est le cerveau qui va comprendre ce Graph7 et il va le donner à la fonction distribuée. Merci.